Salut à tous les amis parieurs, j'espère que tout le monde pète la forme. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Cette fois-ci pour l'UFC On ESPN numéro 53, Ribas versus Namajunas, qui se tiendra samedi prochain, le 23 mars. Avant ça, on va quand même récap en premier l'UFC Fight Night 239, Tuivasa versus Tybura qui se tenait samedi dernier. N'hésitez pas à vous abonner les frérots, à lâcher un petit pouce sur la vidéo, un commentaire. Merci, un grand merci à ceux qui le font. Vous pouvez retrouver les tickets gagnants que je balance sur les réseaux sociaux. Les liens ils sont dans la description de la chaîne. Facebook, TikTok, Instagram. N'hésitez surtout pas à les regarder. Du coup, l'UFC Fight Night 239. On retrouvait quand même, j'ai mis vite fait la prélim parce qu'il y avait quand même, j'ai vu qu'il y avait Thiago Moises sur la carte prélim. J'ai regardé le combat, la carte prélim de ce UFC parce qu'il n'était pas trop tard. Thiago Moises qui était vraiment un combattant, normalement un ancien adversaire de Benoît Saint-Denis, qui s'est retrouvé rétrogradé en carte prélim. Il a atomisé son adversaire, heureusement par KO technique au 3e round, parce qu'il avait vraiment pas sa place sur une prélim, je trouvais Moises, en tout cas pas dans les tout premiers combats. On retrouvait également Chelsea Chandler, l'américaine qui était partie en courant lors de son dernier combat. Elle a gagné par décision. On retrouvait aussi Joshua Culibao qui a perdu contre Dani Silva par split decision également. Donc une carte prélim qui était quand même assez intéressante en soi. On a eu aussi Mike Davis qui a soumis Nathan Levy au premier round. C'était au deuxième round, pardon. C'était assez impressionnant. Donc la carte prélim était pas si mal que ça pour une fois. Sur la carte principale, on retrouvait du coup 6 combats comme pratiquement tout le temps. On avait en premier catégorie middleweight Gérald Merchert face à Brian Barbarena. Je vous avais conseillé de choisir Merchert. Je pensais que Barbarena, sur 3 défaites d'affilée, aurait du mal face au grappling de Merchert. C'est ce qui s'est passé. Il s'est fait soumettre. Il s'est même carrément fait endormir au 2e round. Et malheureusement, une défaite supplémentaire au palmarès de Barbarena. Merchert, lui, qui se relance. Donc, on a bon pour le premier prono. Le deuxième combat, on retrouvait Macy Chiasson face à Pani Khamzat. Je vous avais conseillé de choisir l'américaine, même si ce combat me passionnait pas vraiment. Et il a quand même été assez compétitif au final. L'américaine a soumis son adversaire au premier round en moins de 4 minutes. C'était au final assez divertissant. Pour une fois, j'ai été mauvaise langue. Parce que c'est vrai que les combats féminins hors top 5 ou combats de championnat sont en général, je trouve, peu intéressants, surtout dans les petites KT. Mais là, non, ça va, c'était assez divertissant. On enchaîne sur le 3e combat. On en est donc à 2/2 pour les premières pronos. On retrouvait ensuite combat catégorie featherweight, Christian Rodriguez contre Isaac Dulgarian. Un combat assez compliqué sur le papier pour Rodriguez, Dulgarian qui n'avait qu'un seul combat à l'UFC mais qui était invaincu. Je vous avais conseillé de choisir Rodriguez, il n'était pas favori, il avait une bonne cote à quasiment 2,40. Il a remporté ce combat par décision, split decision, alors il a perdu complètement le premier round, mais il a su tenir bon comme il avait fait un peu contre Raúl Rosas Jr. Rodriguez, et il a su remporter le 3e round avec brio. Dulgarian n'avait été plus de cardio du tout, il était cramé. Et il a bien failli se faire finir à plusieurs reprises même. Ça a été vraiment, je dirais, un des meilleurs combats de la carte. Donc un prono de plus de réussi, ça avait très bien commencé pour les 3 premiers. J'espère pour la suite de Rodriguez qu'ils vont lui donner cette fois-ci quelqu'un d'un nom un peu plus important et qui va arrêter de l'utiliser un peu comme une sorte de gatekeeper. Ça commence un peu à être chiant parce qu'il a un gros level, j'aimerais bien le voir face à de plus gros noms. On enchaîne sur le 4e combat, on retrouve ensuite catégorie light heavyweight Ovis Saint-Preux face à Kennedy Zenshoku. Je vous avais conseillé de choisir Zenshoku. Je pensais que Ovis Saint-Preux avec ses 40 ans, son manque d'activité et ses récentes défaites et ce qu'il avait montré dans ses derniers combats, ça donnait vraiment pas confiance. Une énorme cote à 5 pour Saint-Preux contre une toute petite cote à 1,17 pour Zenshoku. Je vous avais conseillé de le mettre uniquement dans le combiné. Ça ne servait à rien d'utiliser ce genre de petite cote, un combiné de 2 ou autre chose, que dans le combiné des 6 combats. Et ça a été un combat assez disputé, très disputé je dirais même. Zenshoku, il a pour moi, je pense, quand même remporté le 3e round, même s'il a pris un knockdown. Ils ont donné la victoire à Saint-Preux en split decision. Mais ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. J'ai revu la carte, même s'il a eu un petit knockdown effectivement dans le 3e round. Il a remporté selon moi le 3e round, Zenshoku. Et j'ai même vu qu'un des 3 juges du coup avait donné le 3e round à Saint-Preux. Ça, non, vraiment, c'est toujours les juges de l'UFC quand il y a un combat très serré. Ça part, et au final, c'est eux qui choisissent à qui ils le donnent. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre et j'étais déçu au final de voir Saint-Preux remporter ce combat parce que à 40 ans maintenant, la suite pour lui dans la catégorie, je sais pas vraiment ce que ça va être. Et puis en plus, ça nous avait bousillé le combiné.
Combat qui laisse un petit peu amer au final, tant Saint-Preux avait l'air d'être à la portée de Zenshoku. Et c'est vrai que même Kennedy, au final, je lui pense pas un brillant avenir dans la catégorie light heavyweight qui est remplie de tueurs parce qu'il a montré vraiment d'énormes lacunes. Et à part sa boxe, c'est vrai qu'il n'avait pas grand chose à proposer sur le coup, donc ça va être, on verra la suite, mais ça va être compliqué pour lui, je pense, à l'avenir. On enchaîne sur le co-main event. On retrouvait Brian Battle face à Angelosa. Je vous avais conseillé de choisir Brian Battle. Je pensais qu'il avait largement les armes pour remporter ce combat face à un adversaire très solide. Et au final, ça s'est terminé avec un époque et un no contest, malheureusement. Vraiment dommage que ça soit donc terminé en no contest parce que Battle il avait remporté le premier round et pour moi il se dirigeait vers une victoire. Donc je pense que le combat sera reporté hein, vu que comment ça s'est terminé en insulte entre les deux à la fin. Il y aura sûrement un combat reporté entre les deux pour un prochain événement. Et je suis un peu déçu qu'il y ait eu no contest aussi parce que j'avais combiné Battle avec Rodriguez. Rodriguez qui avait une belle cote, Battle aussi. Et au final ça m'a fait juste un pari simple et le combiné de deux a été annulé. Enfin bref, on enchaîne sur le main event. On retrouvait en main event catégorie heavyweight Marcin Tybura contre Tai Tuivasa. Je vous avais conseillé de choisir l'Australien. Même s'il était sur 3 défaites, c'était quand même, je voyais contre le top de la catégorie, hein, Cyril Gane, Sergei Pavlovich ou Alexander Volkov. Marcin Tybura, lui, s'était fait finir contre le nouveau champion par intérim, Thomas Spinal. Plus âgé, 38 ans pour Tybura, même si dans la catégorie poids lourd, c'est pas toujours forcément un signe. Voilà, dans cette catégorie, ils peuvent aller jusqu'à la quarantaine. Je pensais que Tuivasa serait capable de venir chercher le KO. Je le trouvais assez en forme, même sur les pesées, le face à face. Je me disais qu'il pourrait aller chercher vraiment un finish dans le premier round sur les premiers échanges et ça a commencé très fort, comme je le pensais. Malheureusement, après de beaux échanges, il a même réussi à ouvrir Tybura sur le front. Tuivasa s'est pris un double leg contre la cage, il s'est fait emmener au sol et de là, et il a 0 sol malheureusement. Hein. Tuivasa, il s'est fait choper le dos et après avoir subi de lourdes frappes, il s'est fait étrangler. Ça a duré longtemps. Ça a même duré assez longtemps. Je pensais qu'il serait capable de tenir jusqu'à la fin du round et Marcin Tybura, je pensais pas qu'il serait capable de soumettre Tuivasa de cette façon-là dans le premier round. Il a réussi à le faire. Franchement, là, je me suis vraiment planté. Donc échec pour le main event, je pense qu'il va faire partie de mes regrets du mois de mars celui-ci, après réflexion, j'aurais pas dû partir sur Tuivasa, mais bon, ils étaient tous les deux sur des défaites, c'était voilà. J'espérais aussi au fond de moi avoir gagné Tai Tuivasa et des fois ça peut un peu vous induire en erreur. Je m'excuse aussi hein, les frérots pour ma voix qui est un petit peu cassée, vous devez l'entendre, je suis malade mais bon, c'est un détail. Voilà, on en a terminé avec ce récap de l'UFC Fight Night 239 et on enchaîne sur l'analyse et pronostic de l'UFC On USPN numéro 53. Juste, on termine, je ne l'ai pas dit, mais on termine avec une note de 3 sur 5 du coup, puisque Battle et Loza a été un no contest. Ça reste un score, on va dire, assez correct, puisqu'il y a quand même eu un presque vol avec Saint-Preux et Zenshoku, donc c'est pas trop mal. Du coup, le combiné de 6 n'est pas passé, bien sûr, mais moi j'ai rentré un beau combiné de 3. Les 3 premiers que j'ai trouvé, du coup, j'avais combiné ces 3-là. J'avais pas mis Tuivasa ni Enshoku dans autre chose que le combiné de 6 parce que Tuivasa, j'étais quand même pas sûr de moi et Enshoku, sa cote était beaucoup trop basse. Juste Battle, où j'ai pas raté puisque c'est juste que ça a été no contest. J'ai juste eu des simples. J'avais combiné Battle avec Merchert et avec Rodriguez. Et du coup, j'ai fait un combiné 3 Rodriguez avec Chiasson et Merchert qui est passé. Je l'ai partagé sur les réseaux. Une belle cote au final pour les 3 réunis. N'hésitez surtout pas à les regarder. On retrouve du coup Amanda Ribas contre Rose Namajunas en main event. Et on a 6 combats sur la carte principale. On retrouve du coup en premier combat, catégorie featherweight, Fernando Padilla face à Luis Paruelo. Alors Fernando Padilla, il a 27 ans, il vient du Mexique, 15 victoires pour 5 défaites. Sur ces 15 victoires, on a 5 KO, 8 soumissions et seulement 2 décisions. Donc beaucoup de finish et sur ces 5 défaites, seulement 5 décisions. Dernier combat en date, sa défaite par décision contre Kai Nelson au mois de septembre 2023. D'ailleurs, je vous avais conseillé à l'époque, je me souviens de choisir Padilla et il avait perdu contre Nelson par décision. J'avais été assez déçu de sa prestation. Avant ça, il avait donc une victoire par KO technique contre Julian Erosa. C'était au mois d'avril 2023. Et on peut remonter un petit peu avant, mais là, c'était pas l'UFC. Il était encore au Fury FC et dans les petites organisations.
Donc il n'avait qu'un seul combat à l'UFC, Fernando Padilla, donc peu d'expérience effectivement. Face à lui, Paruelo, ouais, il vient du Pérou, il a 29 ans, 8 victoires pour une seule défaite, 7 KO et une seule décision pour ses victoires, et sa seule défaite elle est par décision. Et faut remonter en 2021, c'était au Chuto au Brésil, ça remonte déjà à 3 ans. Pour ce qui est de Luis, il n'a eu un seul combat à l'UFC, c'est au Dana White Contender au mois d'août 2023 et une victoire par KO technique au premier round contre Robbie Rings. Robbie Ring qui est un adversaire assez solide qu'on lui avait opposé pour son tout premier combat puisqu'il n'avait aucune défaite, il était à 6 victoires et également pour 5 KO. Donc il a réussi son entrée à l'UFC par vélo face à un adversaire vraiment solide. Voilà, du coup, deux strikers assez solides qui ont beaucoup de finish à leur actif, mais peu d'expérience à l'UFC encore pour le moment. Ils sont surtout Paruelo qui n'a pour l'instant qu'un seul combat Dana White Contender. Padilla, lui, pour l'instant, il a 2 combats, mais une défaite pour son dernier combat, ce qui me laisse un petit peu de doute quand même sur le fait de choisir Padilla. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Fernando Padilla favori, cote à 1,56 et une cote à 2,28 pour Paruelo. J'ai quand même envie de prendre un risque sur ce combat-là et de tenter Luis Paruelo parce que même s'il n'est pas favori, parce que déjà Padilla sur son dernier combat m'avait assez déçu sa prestation face à Kai Nelson. Paruelo, lui, il est invaincu depuis 2021, enfin invaincu. Il n'a pas perdu depuis 2021, plutôt, je veux dire. Et surtout, il a énormément de KO, beaucoup de finish à son actif. Même si Padilla, il a beaucoup de soumissions. C'était quand même avant l'UFC. J'ai quand même envie de prendre un risque et de tenter Paruelo. Je pense que les deux vont striker et à mon avis, Paruelo a plus de chances de l'emporter, même si Padilla, il est très rapide. Il a un sacré coup d'œil. J'ai quand même envie de tenter la cote de Paruelo qui est intéressante. On enchaîne sur le deuxième combat. On retrouve ensuite toujours catégorie featherweight, Billy Quarantillo contre Youssef Zalal. Billy Quarantillo, il est américain, 35 ans, 18 victoires pour 5 défaites, 8 finishes par KO, 5 par soumission et 5 décisions sur ses victoires. Et sur ses défaites, il s'est fait finir 2 fois par KO et 3 fois par décision. Pour ses derniers combats, c'est une victoire contre Damon Jackson au mois d'août 2023 par décision. Avant ça, il s'était fait finir par KO contre Edson Barboza au mois d'avril 2023. Donc il avait pris un KO en début d'année 2023. On remonte en 2022, au mois de décembre, il avait battu Alexander Hernandez par KO technique. Belle victoire. Et en novembre 2021, un peu plus à l'ancienne, il avait perdu contre Shane Burgos par décision. Si on remonte un peu plus en arrière encore, victoire par KO technique contre Gabriel Benitez en 2021. Et en 2020, une défaite contre Gavin Tucker par décision. Donc parcours en dents de scie pour Billy Quarantillo sur ces 4 dernières années. Face à lui, son adversaire, Youssef Zalal, américain d'origine marocaine. Il a 27 ans, 13 victoires pour 5 défaites en carrière. Sur les finishes, 4 KO, 6 soumissions quand même et seulement 3 décisions. Et 5 défaites uniquement par décision. Pour ce qui est de ces derniers combats, ces 3 derniers combats, c'était au Sparta Combat League, c'était une petite organisation, c'était pas l'UFC. Parce qu'il a tenté d'intégrer l'UFC en 2022, mais il a fait un match nul contre Damon Blackshear, c'était à l'UFC Open 41. Avant ça, il avait essayé d'intégrer l'UFC, pardon. Il avait intégré l'UFC, c'était en 2020 déjà. C'est un retour pour Zalal, puisqu'il avait enchaîné en 2020 de belles victoires. Mais il avait malheureusement eu un revers avec 3 défaites d'affilée. 3 défaites par décision contre Liato Puria en 2020, qui est champion aujourd'hui. Et 2 autres défaites, dont une par split decision. Et final, ce match nul contre Damon Blackshear. Compliqué son parcours à l'UFC entre 2020 et 2021 pour Youssef Zalal. Il était jeune aussi, il a que 27 ans, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc forcément, il avait peu d'expérience. Il a enchaîné 3 belles victoires, toutes par finish au premier round, KO et KO technique et soumission même. Donc c'est un retour en grâce pour l'américain d'origine marocaine. Face à lui, l'américain Quarantillo a quand même un parcours en dents de scie, mais il a quand même affronté de gros noms, que ce soit Edson Barboza, sa victoire contre Hernandez, ou Gabriel Benitez. Il a plus d'expérience que Zalal à l'UFC. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Quarantillo favori avec une cote à 1,64 contre une cote à 2,15 pour Zalal. C'est un combat piège un petit peu celui-ci, je me méfie quand même de la prestation de Quarantillo, mais il a plus d'expérience que Zalal qui revient après un passage compliqué il y a 2 ans à l'UFC. Conseil du coup de choisir l'américain Quarantillo.
plus d'expérience que Zalal à l'UFC, il a quand même de belles victoires par finish, par KO, soumission. Il est capable voilà, d'emmener au sol, de travailler au sol comme de rester debout. Zalal, on va voir une deuxième chance à l'UFC. Je suis pas certain. Donc ce combat, je le trouve un petit peu piège. Je conseille quand même de vous méfier avec ce combat-là, les frérots. On enchaîne sur le combat suivant, c'est parti. On retrouve en troisième combat, catégorie Bantamweight, Peyton Talbot contre Cameron Saaiman. Alors Talbot, il est très jeune, américain, il a 25 ans, 7 victoires pour 0 défaite, invaincu, 5 KO, une soumission et une seule décision. Dernier combat en carrière, dernier combat en date, une victoire contre Nick Aguirre par soumission en troisième round. Avant ça, sa seule victoire par décision, c'était au Dana White Contender contre Reyes Cortez Jr. Sinon, donc avant ça, il avait combattu dans l'organisation de Uriah Faber. Et c'était en 2022, donc il est arrivé assez récent, hein, première victoire à l'UFC pour son premier combat. Face à lui, Cameron Saaiman, il vient d'Afrique du Sud et il a 23 ans, très très jeune Saaiman. 9 victoires pour une seule défaite en carrière, 6 KO ou KO technique, une soumission et 2 décisions pour ses victoires. Sa seule défaite, elle est par décision face au solide Christian Rodriguez. C'est d'ailleurs son dernier combat au mois d'octobre 2023. Il a perdu par décision. Avant ça, il avait battu Terence Mitchell par KO technique à l'UFC 290 au mois de juillet. Et il avait battu par décision majoritaire, c'était Leomana Martinez à l'UFC 285 au mois de mars 2023. Donc il a déjà 3 victoires à l'UFC, 4 même si on compte son KO contre Kim au Dana White Contender en 2022. Il est très jeune, hein, très très jeune, Cameron Saaiman. Donc il a pêché contre le solide Christian Rodriguez qui est vraiment combattant avec beaucoup d'expérience et qui remet les petits jeunes à leur place, comme il a fait avec Raúl Rosas Jr. Donc c'est un combat difficile à pronostiquer, les frérots, la vérité. Ils sont très jeunes les deux. Ils ont encore peu d'expérience pour l'instant. Et à part sa défaite, Saaiman, il était très prometteur. J'ai envie quand même de choisir plutôt la cote de Talbot. Donc pour ce qui est des cotes, je ne l'ai pas dit, favori Talbot 1,69 et Saaiman une cote à 2,05. J'ai envie de choisir quand même Peyton Talbot, rester il est toujours invaincu, je me dis sa confiance du combattant invaincu est toujours là. Saaiman a subi sa première défaite à son dernier combat, on ne sait pas dans quel état d'esprit il va revenir, donc je conseille quand même de choisir Talbot, les frérots. C'est un peu risqué, mais je pense que ça peut rentrer. Talbot, j'ai confiance en ses compétences, en ses skills. On enchaîne sur le combat suivant, c'est parti. On retrouve ensuite catégorie middleweight, Edmen Shahbazyan contre A.J. Dobson. Shahbazyan, surnommé le Golden Boy américain, il a 26 ans, très jeune, 12 victoires pour 4 défaites. Sur ces 12 victoires, 10 KO technique, une soumission et une seule décision. C'est un finisseur, Shahbazyan. Sur ses défaites, 3 KO technique et une décision. Alors malheureusement, sur son parcours, ses derniers combats, il a eu ces fameuses 3 défaites. Par finition, c'était dernier combat en date contre Anthony Hernandez. Le solide Anthony Hernandez l'a terminé par KO technique au 3e round. Son combat d'avant, il avait une victoire contre un combattant non classé qui était sur une série de 5 défaites en 6 combats, donc pas très brillant. Mais avant ça, il avait affronté le français Nassourdine Imavov. Il avait perdu, c'était en 2021, par KO technique au 2e round. Et avant ça, le solide Jack Hermansson. Il a vraiment affronté le top de la catégorie parce qu'on lui promettait un brillant avenir à Shahbazyan. Avant ça, il avait pris en 2020 même un KO technique au 3e round contre Derek Bronson. Il était invaincu avant ça à l'UFC. Il avait affronté même Brad Tavares, qu'il avait battu par KO. C'était en 2019, donc ça remonte un peu à 4 ans, 5 ans même. Et il est très jeune, hein, comme j'ai dit, Shahbazyan, il a que 27 ans. 26 ans même, pardon, excusez-moi. Face à lui, on retrouve son adversaire, A.J. Dobson. Il a 32 ans, peu d'expérience en MMA. Il a 7 victoires pour seulement 2 défaites. Donc seulement 9 combats en MMA. Sur ces 7 victoires, il y a quand même 5 finishes, 3 KO techniques et 2 soumissions. Seulement 2 décisions. Et ces 2 défaites ont été également par décision. Dernier combat en date, c'est une victoire contre Tafon Nchukwi. C'était au mois d'août 2023. Il a gagné par décision. Mais avant ça, il était sur 2 défaites à l'UFC. Une contre Armen Petrosyan par décision. Et contre Jacob Malkoun, il avait perdu par décision également en 2022. Donc tous ces finishes, c'était avant l'UFC. Depuis qu'il a l'UFC, c'est décision, que ce soit défaite ou victoire, à part le combat au Dana White Contender en 2021 qu'il a gagné par soumission.
C'est un combat, gros combat pour Adji Dobson quand même, hein. Shabazian, il a beaucoup plus d'expérience que lui. Et même s'il a beaucoup de défaites, Shabazian, ça a été, comme je vous l'ai dit juste avant, contre vraiment les meilleurs de la catégorie. Que ce soit Derek Branson, hein, Jack Hermanson, Nassourdine Imavov ou Anthony Hernandez, il n'a pas été épargné, Shabazian. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Shabazian favori, cote à 1,48 et une cote à 2,48 pour Dobson. Je vous conseille donc de choisir Edmen Shabazian, les amis. Je pense qu'il a plus de compétences que Dobson et je le vois bien remporter ce combat par décision. On enchaîne sur le combat suivant. Et on retrouve en co-main event, catégorie heavyweight, Carl Williams contre Justin Tafa. Carl Williams, américain, il a 34 ans, 9 victoires pour une seule défaite en carrière. Sur ces 9 victoires, on retrouve 3 KO ou KO techniques, 6 décisions et une seule défaite par soumission. Sa défaite, ça remonte en 2021, c'était pas à l'UFC, c'était avant l'UFC, il s'était fait soumettre au premier round. Il a même combattu au PFL en 2022. Il a intégré les Dana White Contender en 2022 avec une victoire par décision. Et il a enchaîné 2 combats à l'UFC en mois de mars 2023 et mois de mai. Et il a gagné les 2 combats par décision contre pour l'instant un peu pas encore des gros noms à l'UFC. Hein. Chaz Sherman, c'est pas vraiment connu par ceux qui suivent le MMA de temps en temps, quoi. C'est vraiment que ceux qui suivent toutes les cartes qui peuvent connaître les noms des combattants que je viens de citer. Donc Carl Williams, il est opposé à Justin Tafa. Justin Tafa, lui, il vient d'Australie, il a 30 ans, 7 victoires pour 3 défaites. Sur ces 7 victoires, 7 KO ou KO technique. Et sur ces 3 défaites, 1 KO et 2 décisions. Son dernier combat en date à Tafa, c'est une victoire par KO au premier round contre Austin Lane. Il y avait eu un no contest contre le même adversaire au mois de juin 2023. Avant ça, victoire par KO contre Parker Porter, c'était au mois de février 2023. Donc il a enchaîné 2 belles victoires en 2023. Avant ça, il avait eu une longue pause, il avait dû avoir une blessure parce qu'on remonte en mois de décembre 2021, il avait gagné par KO également au premier round. Et ses défaites à l'UFC, il faut remonter en 2021, il avait perdu par décision, split decision, les 2 combats contre Jared Veranda et contre Carlos Felipe. Avant ça, une victoire à l'UFC 247 en 2020 par KO technique au premier round. Et sa fameuse défaite par KO, c'était contre Jorgan De Castro, c'était en 2019, ça remonte quand même à 5 ans déjà. Donc 2 combattants solides avec pas mal de finish. J'adore Tafa parce que c'est un gros cogneur comme son frère. C'est un peu comme Tai Tuivasa ou Mark Hunt, hein, les Australiens d'origine néo-zélandaise. Là, ils ont vraiment le KO power dans les poings. C'est vraiment des gros punchers avec des gros mentons. Le truc, c'est que le sol leur fait défaut, un peu comme Tai Tuivasa ce week-end. Très compliqué le sol dès qu'ils se retrouvent sur le dos. C'est le syndrome de la tortue. Ils n'ont pas vraiment de solution pour se relever, s'en sortir. Et le problème face à Carl Williams, il adore plonger de gros takedowns puissants. Il adore balancer ses adversaires au sol pour aller les tabasser ensuite. Debout, je donnerais plus l'avantage à Tafa. Et je pense qu'il a le KO power pour endormir Williams. Le truc, c'est que Williams, je pense pas qu'il va la jouer debout contre Tafa. Il va être intelligent. Il risque de chercher directement le takedown, de pourrir le combat, d'aller pousser Tafa contre la cage. Et moi, j'adore Tafa et j'aimerais bien le voir gagner, mais j'ai peur qu'il se fasse dominer sur ce combat et qu'il risque de perdre par décision. Je pense que Williams va vraiment pas chercher à échanger debout avec lui. Il va être intelligent et l'emmener au sol assez rapidement. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Williams favori, cote à 1,43 et une cote à 2,63 pour Tafa. Elle est tentante, hein, la cote de Tafa, parce que si ça reste debout et qu'il arrive à ne pas se faire emmener au sol, je pense qu'il y a de grandes chances que Williams finisse KO. Mais c'est très risqué, la vérité c'est risqué les frérots. C'est une belle cote alléchante, mais sinon si vous voulez la tenter, il faudra la tenter hors combiné, juste comme ça. Mais sincèrement, j'y crois pas trop. Je pense une victoire plutôt pour Williams. Je suis assez partagé parce que vraiment j'aimerais bien une victoire de Tafa, mais et je me dis qu'il peut placer le KO Williams. C'est possible, mais ça va être très compliqué. Williams, il va pas lui en laisser l'occasion, je pense. Donc je vous conseille de choisir Williams, c'est quand même le choix le moins risqué. On enchaîne sur le dernier combat et main event, c'est parti. On retrouve du coup en main event combat catégorie flyweight, Amanda Ribas contre Rose Namajunas. Alors Amanda Ribas, elle est brésilienne, elle a 30 ans, 17 combats, 13 victoires en carrière pour 4 défaites. Elle a 4 KO, 4 soumissions et 5 décisions pour ses victoires et elle s'est fait battre 3 fois par KO et 1 fois par décision. Dernier combat en date, victoire par KO technique contre Luana Pinheiro. Avant ça, elle avait perdu par KO technique contre Maycee Barber, c'était en 2023 les 2 combats. Mois de mars 2023, en début d'année, elle avait également une victoire par décision contre Viviane Araújo. Avant ça, en 2022, elle avait fait qu'un seul combat, c'était une défaite par décision.
Et en 2021, elle avait enchaîné 2 belles victoires, une par soumission contre Paige Van Zandt et une défaite contre Marina Rodriguez. Par KO technique, c'était à l'UFC 257. Donc parcours en dents de scie pour Amanda Ribas, qui a affronté quand même quelques noms, pas les plus gros noms de la catégorie, mais bon, elle a affronté quand même quelques noms assez connus, mais beaucoup moins que son adversaire. Rose Namajunas, elle a 31 ans, elle est américaine, et elle a ancienne championne, du coup, catégorie strawweight. Elle est montée en catégorie supérieure, catégorie flyweight. Son dernier combat en date, c'était contre la Française Manon Fiorot, où elle a perdu par décision à l'UFC, c'était au mois de septembre 2023, l'UFC Paris. Elle avait également perdu donc son titre, parce qu'elle était championne strawweight contre Carla Esparza dans un des combats les plus chiants de l'histoire de l'UFC. C'était au mois de mai 2022. Avant ça, elle avait donc conservé son fameux titre contre Zhang Weili, après lui avoir pris par KO magistral, c'était en 2021. Et sa victoire par split decision contre Jessica Andrade, où elle s'était pris, c'était une revanche où elle avait perdu son titre, s'était pris ce KO, énorme KO avec un slam que lui avait infligé Jessica Andrade, mais c'était déjà en 2019. Hein. Et avant ça, elle avait en 2017 et 2018, quand elle est devenue championne, ses 2 victoires contre Johanna, l'ancienne championne. Donc elle a affronté que le top de la catégorie. Namajunas, elle a énormément d'expérience, mais c'est son 2e combat en flyweight. Elle a, à part sa défaite contre Manon Fiorot, où elle n'a pas démérité, il y en a même qui lui donnaient la victoire. Pour moi, elle avait perdu par décision contre Fiorot, elle avait quand même été moins active. Je trouve que Fiorot avait quand même été plus précis sur les échanges. Et Namajunas, le problème, c'est que voilà, dans quel état d'esprit elle va revenir contre Carla Esparza. Quand elle a perdu, elle n'a rien fait du combat en synchrone. Elle a même osé lever les mains à la fin du combat. C'était vraiment hallucinant de la voir comme ça, alors qu'elle peut nous sortir des fois des combats vraiment des super prestations, et puis des fois elle peut nous faire des combats comme ça un petit peu très, on va dire moyen, quoi, même carrément nul. Donc j'espère qu'elle n'aura pas de problème de mental cette fois-ci, parce que pour moi elle a carrément largement les armes pour battre Ribas. Ribas, elle n'a jamais affronté une adversaire aussi forte que Rose, je pense. Pour ce qui est des cotes, on retrouve favori sans surprise Rose avec une cote à 1,53 et une cote à 2,33 pour Amanda Ribas. Je pense que Rose devrait remporter ce combat par décision. Je pense que... Ah, c'est synchrone quand même, c'est vrai que c'est synchrone. Ribas, elle est quand même solide, hein. Elle est quand même très solide, mais je pense que Namajunas peut remporter ce combat, ouais, aussi quand même par décision. Synchrone, c'est quand même catégorie flyweight, ce sera seulement son 2e combat. Tout ce que j'espère, c'est que Rose, elle aura le mental en place, c'est ce qui m'inquiète. Mais au vu de son dernier combat, même si c'est une défaite contre Manon Fiorot, elle a quand même montré de belles choses. C'était mieux que contre Carla Esparza, donc je vous conseille quand même de choisir Namajunas. Je pense qu'elle peut remporter ce combat, et je vois pas Ribas battre Rose. Je pense qu'elle n'a pas les skills pour. Donc on reste sur l'américaine. Voilà les frérots, on a terminé pour analyse et pronostic de cette UFC On ESPN numéro 53 qui se passera donc samedi prochain, le 23 mars. J'espère que ces pronostics vont être bonnes. N'hésitez pas à vous abonner les frérots, à lâcher un petit pouce sur la vidéo, un commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes pronos, n'hésitez surtout pas à me le dire. Et pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez surtout pas à les regarder sur les réseaux sociaux, tous les tickets gagnants que je balance. Les liens ils sont dans la description de la chaîne Facebook, Instagram et TikTok. Et un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner et de lâcher des commentaires. Vous faites vraiment plaisir. Merci les frérots. On se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine vidéo d'analyse et de pronostic. Ce sera pour l'UFC On ESPN numéro 54. Ce sera Manon Fiorot contre la dangereuse Erin Blanchfield. On retrouvera également en co-main event Vicente Luque contre Joachim Buckley. Il ne me reste plus qu'à vous dire, comme d'habitude, la prévention. Faites très attention avec les paris sportifs, les amis. C'est dangereux, c'est risqué. Jouez toujours de façon ludique et récréative. Et surtout de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.